Je me retrouve à 50 km à l'est du centre de Rio de Janeiro, dans la ville d'Itaïpuaçu. En fait, j'avais besoin de me rendre dans un petit bled brésilien entouré de nature et d'animaux, mais quand même avec un petit peu de monde, parce qu'après, j'allais vivre l'effervescence de la ville de Rio, et il me fallait quand même un petit peu de tranquillité avant. Alors après 1 heure de voiture depuis l'aéroport et 38 degrés en pleine face, j'arrive enfin dans cette tiny house en bois et je fais le tour du propriétaire et il n'y a que des pépites. Il y a des cocotiers, des manguiers, des bananiers, de l'aloe vera, un hamac, une douche extérieure aussi. Et en fait, je me rends compte que même si je passe une journée complètement enfermée à la maison, complètement confinée, je suis quand même hyper bien. Et juste, chaque matin, il y avait des singes qui traversaient la maison du voisin pour venir manger des mangues qui appartenaient à la résidence dans laquelle j'habitais. C'était hyper mignon, c'était hyper bien. Et se réveiller avec des animaux autour de soi, ça change la donne. En fait, Itaïpuaçu, c'est un district de la municipalité de Marica et c'est un petit bout de terre d'à peine 40 000 habitants. Et ce qui est hyper marquant dans cette ville, c'est ce gros rocher qu'on voit tout le temps, peu importe où on se balade. Et en fait, il s'appelle Pedra do Elefante, donc le rocher de l'éléphant en français. Ici, au Brésil, il y a énormément de végétation et qui plus est, c'est un pays tropical, donc les plantes sont quand même assez denses. Et parfois, on a un peu l'impression d'être dans un environnement vierge, dans un environnement où il n'y a pas eu de passage humain, tellement il y a beaucoup de végétation par rapport à l'Europe, par exemple. Malheureusement, la réalité est assez triste. En fait, le Brésil a perdu énormément en densité florale. Par exemple, la forêt sur la côte atlantique a été presque entièrement fragmentée. Petit aparté concernant le Cerrado. Donc le Cerrado, c'est cette grande partie-là en jaune. C'est le deuxième plus grand biome au Brésil et ça couvre environ 25% du territoire national. Donc c'est hyper grand. Quand on voit ça en réalité, on se rend bien compte que ça traverse quand même une bonne partie du territoire. Et donc c'est une savane tropicale et qui est hyper riche en biodiversité. Donc il faut savoir qu'on surnomme le Cerrado le réservoir d'eau du Brésil parce qu'il abrite les sources de plusieurs bassins fluviaux qui sont majeurs dans le pays. Donc en fait, même si le Cerrado est considéré comme la savane la plus biodiversifiée au monde, il y a quand même près de 50% de sa couverture végétale qui a déjà été transformée en terre agricole. Ça menace forcément énormément d'espèces sur place. Il y a beaucoup de mammifères qui sont contraints de partir parce que tout a été ravagé par l'agriculture de masse. Il y a également la gestion de l'eau. En fait, l'agriculture de masse comme ça, et surtout l'agriculture du soja, est extrêmement vorace en eau et ça épuise toutes les ressources hydriques du biome, alors que comme je vous ai dit, c'est le réservoir d'eau littéralement du Brésil. Ça a notamment aussi asséché beaucoup de nappes phréatiques. Contrairement à l'Amazonie actuellement, le Cerrado est malheureusement moins protégé par les politiques internationales, notamment par les réglementations européennes contre la déforestation. Et ce qui incite beaucoup d'entreprises à déplacer leurs activités vers cette zone qui est, on le sait, moins régulée. Le Pantanal, lui, il subit la pression de l'agriculture, des barrages et des incendies. Et le pays a encore beaucoup de nature parce qu'il est énorme, pas parce que tout a bien été protégé. Et cette destruction, elle a beaucoup de conséquences pour les gens. En fait, quand on coupe la forêt ou qu'on assèche les zones humides, les peuples autochtones, les communautés rurales, les pêcheurs et les petits agriculteurs perdent leur territoire, leur nourriture et leurs moyens de vivre. Certains sont expulsés, d'autres doivent accepter les emplois précaires dans les grandes fermes ou dans les mines. Et les conflits de terre, les menaces et même les assassinats de leaders locaux sont devenus une réalité dans plusieurs régions. Et politiquement, la nature est devenue un enjeu de lutte entre d'un côté les grands propriétaires et l'agrobusiness et de l'autre les mouvements sociaux et les défenseurs de l'environnement. Et pour les animaux, la déforestation et la transformation des milieux sont dramatiques. En fait, quand on remplace une forêt ou une savane par un champ de soja ou un pâturage, la majorité des espèces locales n'ont plus de quoi se nourrir ni de quoi se cacher. Les grands mammifères comme les jaguars, les tapirs ou les singes, beaucoup d'oiseaux et d'insectes
perdent leur habitat et leur couloir de déplacement. Certains disparaissent localement et d'autres sont poussés vers des plus petites zones protégées où ils se retrouvent isolés. À cela s'ajoutent les routes, les barrages et les pesticides qui tuent directement les animaux ou perturbent toute la chaîne alimentaire. Et la destruction de ces milieux au Brésil ne concerne pas que les Brésiliens, mais plutôt la planète entière. Parce que les grandes forêts, les savanes et les zones humides, elles stockent du carbone, elles régulent la pluie et elles abritent une énorme diversité d'espèces. Et quand on les détruit, on libère du CO2, on modifie le climat régional et on contribue au réchauffement climatique mondial. On perd aussi des espèces qui auraient pu jouer un rôle important dans les écosystèmes ou même dans la médecine ou l'agriculture. Et le gouvernement d'extrême droite de Jair Bolsonaro a accéléré ce processus. Il a affaibli des organismes de contrôle, a encouragé l'ouverture de nouvelles zones pour l'élevage, la culture et l'orpillage et a tenu un discours hostile aux protections environnementales et aux peuples autochtones. Et en fait, à ce moment-là, la déforestation et les incendies ont augmenté, pas seulement en Amazonie, mais aussi dans le Cerrado et dans le Pantanal. Et la situation des animaux et des communautés locales s'est malheureusement aggravée. Après Bolsonaro, le Brésil a essayé de se reprendre en main, mais ça n'a pas été si simple. Le gouvernement suivant a renforcé des lois, relancé la surveillance par satellite, réactivé les amendes et cherché des accords internationaux pour financer la protection des forêts et des autres biomes au Brésil. Les peuples autochtones, les ONG et certains États de la Fédération ont continué à se battre pour défendre les territoires, restaurer des zones dégradées et promouvoir des économies plus durables. Malheureusement, les dégâts sont loin d'être réparés. Il y a beaucoup de milieux qui ont été détruits, des espèces qui ont disparu localement et les intérêts de l'agrobusiness restent très puissants. Le Brésil est donc dans une situation de tension permanente car il reste l'un des pays les plus riches en nature dans le monde, mais cette nature est constamment sous pression. L'enjeu aujourd'hui, c'est pas seulement de garder ce qui reste, mais c'est aussi de restaurer ce qui a été détruit pour les humains comme pour les animaux, et parce que ce qui se passe là-bas a des effets directs sur le climat et la biodiversité du reste de la planète. Petit aparté sur les plages au Brésil et globalement sur le rapport qu'ont les Brésiliens avec la plage, contrairement à nous, les Européens. Dans la plage où j'étais là, Itaïpoaçu, c'était quand même assez calme car elle est étendue et qu'il y avait peu de monde. Mais les Brésiliens, ils ont un rapport qui est très festif et social à la plage. En fait, eux, ils ont l'habitude de mettre beaucoup de musique, il y a des vendeurs qui crient assez proche de vous pour vous vendre leurs produits. Autre aparté en vrai sur la vente de produits sur les plages brésiliennes. Donc en fait il y a énormément de vendeurs ambulants sur ces plages-là. On les appelle les ligueirinhos ou les camelos, mais je crois que les ligueirinhos c'est que à Rio. Donc c'est des personnes qui tout au long de la journée vont parcourir la plage pour vous vendre plein de produits, que ce soit des boissons, à manger, des snacks, parfois même des vêtements, des maillots de bain, des lunettes, etc. Eux, ils n'ont pas de stand, en fait, ils sont tout le temps en mobilité constante. Ils peuvent parcourir plus de 20 km par jour sous 40 degrés avec 50 kg sur le dos pour pouvoir vendre leurs produits. Forcément, c'est informel, ça prospère parce que déjà les Brésiliens consomment beaucoup à la plage, mais aussi, par exemple pour des villes comme Rio, parce que les plages sont peuplées de touristes et parfois il peut y avoir des centaines de milliers de visiteurs par jour à, par exemple, Copacabana en plein mois de décembre. À Rio, il y a beaucoup ce phénomène-là et il y a des études notamment qui ont été faites. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un commerce parallèle qui générait un chiffre d'affaires plage qui était estimé à peu près 800 millions d'euros par an à Rio. Ça offre un revenu de substance à des personnes qui n'ont pas de diplôme ou à des personnes très pauvres, voire parfois même à des enfants, ce qui est extrêmement triste forcément. Et tout ça se passe dans un pays où environ 40% de l'emploi est informel, malgré la baisse du chômage au Brésil. Étant donné que c'est un travail informel, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de salaire minimum garanti. Et je sais que les mairies peuvent parfois réguler certains stands, etc. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que beaucoup travaillent de façon informelle, comme je vous l'ai dit. Alors en tant qu'Européen, ça peut parfois être hyper facile de se dire que c'est chiant, il y a des gens qui marchent sur la plage toute la journée, on n'est jamais tranquille, on peut pas dormir, les vendeurs en plus ils crient pour attirer l'attention, donc on peut facilement tomber dans ce truc là de
J'aimerais avoir du repos. Il faut comprendre que la situation, elle est difficile pour eux, forcément. Ils n'ont pas de filet social. Et les hautes saisons, donc en janvier, en février, etc., ce sera potentiellement les moments où ils généreront le plus de chiffre d'affaires. Il faut aussi garder à l'esprit que certaines crises, comme par exemple le Covid-19, où tout le monde était absolument confiné chez soi et où personne ne pouvait voyager et personne ne pouvait aller à la plage, ça a été des années qui étaient très difficiles pour eux. Pour avoir discuté avec eux et leur avoir demandé comment ça s'est passé pendant le Covid, pour nous, déjà, vous imaginez bien que c'est compliqué, alors pour eux qui ont malheureusement un travail informel, ça a été bien pire et pour s'en remettre, ça l'a été plus encore. Si vous pouvez consommer local sur la plage et éviter d'aller donner de l'argent à des grandes multinationales comme, je sais pas, par exemple McDo, et de venir sur la plage, ça peut être cool. Ceci étant dit, il y a certains vendeurs qui vendent notamment des caipirinhas qui ne sont pas du tout chers. À la base, ça coûte entre 10 réaches et 25 réaches généralement. Il y a des stands à la plage qui en vendent, qui sont généralement dans le fond de la plage, et il y a aussi des vendeurs qui iront directement à votre spot pour vous en vendre. Faites toujours attention lorsque vous faites débiter par ces personnes-là si vous payez en carte. Je vous conseille vraiment de privilégier le liquide avec eux parce que j'ai plusieurs amis qui se sont malheureusement fait débiter 800 €, 1200 €, etc. comme ça. Ils payaient sans regarder ce qu'il y avait écrit sur le TPE et quand bien même parfois c'était écrit 25 reais, parfois ils avaient malheureusement des TPE trafiqués qui leur permettaient de débiter beaucoup plus que prévu. Si vous réglez en carte, assurez-vous d'avoir une carte qui ne va pas au-delà de 0 €. Essayez de ne pas mettre plus de 30 € sur une carte. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous ferez pas arnaquer bêtement sur la plage. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Altinha, donc la brésilienne, tout en étant assez proche de vous. Et en fait, l'ambiance, elle est populaire, donc à part si vous avez un sommeil extrêmement lourd, vous n'allez pas vous reposer sur une plage. En fait, vous ne pourrez pas vraiment faire de sieste, et encore moins sur les plages bondées. Et poser son paréo sur le sol, c'est prendre le risque de l'avoir plein de sable, tellement il y a de passages, et c'est pour ça que tout le monde prend des chaises. Pour ma part, c'est pas du tout quelque chose qui m'a gênée, mais c'est vrai que les premiers jours, ça m'a un peu surprise parce que j'étais trop habituée aux plages européennes ou aux plages africaines qui sont quand même bien plus calmes que les plages brésiliennes.